Gens de la radio, gens de la boîte à images, bienvenue. Je m'appelle Amos Desesquers et je serai votre guide pour le programme Amos vous raconte son histoire. Une série de 10 épisodes portant chacun son thème. Je vais vous raconter des histoires sur les gens, les bâtisses, les débuts de notre village et les grands événements qui en ont fait une ville unique en plein cœur de la forêt boréale. Ouvrez grand vos oreilles puis montez le son. Bienvenue à tous à la maison, en balado, en voiture, à vélo, dans le podcast Amos vous raconte son histoire. Aujourd'hui, la scène des moulins assis, tirée du circuit Amos vous raconte son histoire. Toujours avec l'auteur du circuit, Véronique Filion, scénariste, conceptrice, directrice artistique, metteur en scène, grande complice et cofondatrice des productions du Raccourci en 2002. Bonjour Véronique. Bonjour Bruno Turcotte, mon cher co-animateur du printemps. Ça, c'est ma saison. Je suis très contente de pouvoir m'émerveiller avec toi sur plein de projets, dont les moulins assis. Franchement, j'aurais jamais cru un jour parler de ça avec toi. La vie me surprendra toujours. Ben content de t'avoir avec nous. Et aujourd'hui, pour s'enfoncer dans la dense forêt de l'industrie forestière, on a nul autre que Geneviève Dubé avec nous, archiviste à la Société d'Histoire. Bonjour Geneviève. Bonjour, bonjour. Salut Geneviève. Comment ça va? Ça va bien. Oui. Je crois qu'elle aime le printemps, elle aussi. Oui. Ben tant mieux, tant mieux. Puis écoute, est-ce que les projets avancent bien au niveau de la Société d'Histoire? Oui, très bien. On avance assez bien dans on défait les boîtes, on reconstruit le centre d'archives. On va être bientôt capable d'accueillir beaucoup plus de gens. Good. Ben, selon les restrictions sanitaires, bien sûr. Mm-hmm. Bon, ben, on vous le souhaite que les gens viennent en grand nombre pour vous voir, pour apprendre plus sur l'histoire en Abitibi. Et venir consulter des tonnes de documents d'importance que tu ne peux pas retrouver à la bibliothèque ou en ligne. Il faut vraiment prendre ses jambes puis aller directement à la Société d'Histoire qui est en bas de la Maison de la Culture. Et là, tu as vraiment accès à des registres de mariage, de village, à des livres d'archives, des vieilles photos. Ils ont plein de trucs de numériser. Sérieux, la plupart des gens savent pas qu'on peut y aller, mais c'est vraiment un genre de mini-musée de notre histoire. Ça vaut la peine. Puis là, il y a Geneviève qui est là. Vous pouvez poser toutes questions quand vous cherchez quelque chose. C'est sa spécialité. J'invite tout le monde à aller à la Société d'Histoire quand ça va rouvrir. Oui. Ben, excellent. Alors, je tiens à remercier, avant de rentrer dans le vif du sujet, tous nos partenaires qui rendent possible la production de cette émission, dont, entre autres, la Ville d'Amos, à travers son programme de soutien financier aux projets culturels en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Et je prends un petit instant pour vous demander une faveur à vous, chers auditeurs, comme je le fais chaque semaine. Donc, sur Facebook, vous savez que l'algorithme de Facebook a changé depuis quelques années. Donc, pour que notre vidéo, que notre podcast soit vu davantage, on vous invite à aller mettre un commentaire sous la vidéo, liker, faire un cœur, écrire comment vous trouvez Véro cute ou... Non, on ne rentrera pas là-dedans, Bruno. Ou, ben non, en tout cas, ou juste dire bravo, oui. Ou juste dire Colin, pourquoi... Et ça permet finalement, avec l'algorithme, si on met un commentaire, d'être plus visible, c'est ça? Exactement. Et puis, ben écoutez, puisque c'est gratuit, c'est un petit service qu'on vous demande en échange pour que le plus de gens puissent apprécier le podcast et l'histoire qu'on y raconte. Alors, pour nous, c'est très important. Et je vous invite évidemment à ne pas oublier d'aimer toutes nos pages Instagram, Facebook, YouTube et partager tout ça en grand nombre. Et aussi vous inscrire sur le Spotify ou Balado Apple. Ça nous fait plaisir. Puis laisser un petit commentaire aussi. On va toujours essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Sinon, je vous rappelle que vous pouvez écouter tous nos épisodes de tous les podcasts d'Amos vous raconte son histoire sur notre page Internet amosvouraconte.com. Tu vois, mon gars, ces petites pattes-là, là, c'est des traces de lièvre. Ceux-là, là, c'est des traces de renard. Ceux-là... C'est quoi cet animal-là?
Marie-Ange, tu vas hériter de mon alliance. Ça va peut-être t'inciter enfin à te trouver un mari. Mais ma, j'ai juste 17 ans. Compte-toi chanceuse. À moins que tu veuilles finir vieille fille. Bon. La maison, elle va aller à Josepha. Corinne, je te laisse les terres. Aline, ça va être les chevaux. Adrien, je te lègue le bétail. Maintenant, c'est le temps de vous laisser le secret de la recette de ragoût de pâte de grand-maman. Le secret, c'est... Mais non, fais pas ça. Oh non! C'est comme ça que la recette familiale de ragoût de pâte s'est éteinte. C'est quelque chose de bien triste, vous comprenez? Rassurez-vous, Madame Croteau. Avec l'équipe PME Internotaire, votre nouvelle recette de ragoût de pâte sera transmise sans problème aux générations futures. Ah, que ça fait du bien entendre, ça! Dès le début du mouvement de la colonisation du Nouveau Monde, on stimule l'économie des colonies anglaises avec l'exploitation des ressources naturelles, dont entre autres avec la forêt et son bois. Dès 1806, on connaît déjà la richesse des forêts du Témiscamingue, mais sans pouvoir s'y rendre. En 1873, une première scierie située à l'embouchure de la rivière Kipawa fait son apparition. Avant 1900, on ne fait que du flottage de bois carré, c'est-à-dire que le bio est taillé de manière à lui donner une forme carrée. En 1905, Sir Lomer-Gouin, qui est le premier ministre du Québec, va adopter plusieurs mesures pour favoriser le développement de l'industrie du bois. L'une d'entre elles est la construction du chemin de fer reliant la ville de Québec et l'Abitibi en passant par la Haute-Mauricie. Cette stratégie de Gouin, en collaboration avec le premier ministre du Canada de l'époque, Sir Wilfrid Laurier, ouvre une brèche sur le territoire hostile et quasiment inatteignable qu'est l'Abitibi. Le pays réalise l'importance économique de l'activité forestière. En Abitibi, en 1919, on œuvre plutôt dans le bois de sciage. C'est normal, entouré de forêts comme ça et de beaux arbres, donc beaucoup de bois de sciage. Plus d'une quinzaine de villages le long de la voie ferrée abritent une quarantaine de scieries abitibiennes qui emploient environ 1000 hommes. Le commerce du bois est très important pour toutes les localités. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps avant de prendre possession de la ressource forestière de la région? Bon, je me lance de go, Bruno. C'est sûr que ça faisait très, très, très longtemps qu'on savait dans le sud qu'on avait une belle forêt boréale, beaucoup de conifères, de bouleaux, tout ça. Sauf que ce qui fait notre distinction vraiment géographique en Abitibi, c'est la fameuse ligne du partage des eaux. C'est que nous, notre rivière Arikana, nos cours d'eau, tous nos petits ruisseaux, petites rivières vont dans la rivière Arikana et ça se dirige vers le nord, vers la baie James, baie d'Ungava, tout ça. Donc, c'était impossible physiquement par le cours d'eau de transporter le bois de l'Abitibi puis de l'amener à Montréal. Parce que dans le sud de la province, peu importe les municipalités, tu étais à Granby, à Sherbrooke, whatever, tout se rendait finalement vers le fleuve Saint-Laurent, mais ici, ça se fait pas. Donc, il fallait trouver une façon de passer le bois autrement que par les cours d'eau, ce qu'on faisait à peu près partout au Canada. Les rivières et les scieries, ça marche ensemble. Une scierie est toujours construite à côté d'un cours d'eau. Mais en Abitibi, c'était pas possible. Il fallait attendre, dans le fond, une avancée technologique qui est le fameux chemin de fer pour dire, écoute, si on peut pas passer par la rivière, on va se faire un chemin. Est-ce que j'ai raison, chère Geneviève? C'est pas mal ça, parce que c'est sûr que, comme vous l'avez mentionné, vous deux ensemble, c'est l'arrivée du chemin de fer qui a permis le transport du bois, mais aussi les cours d'eau pour le flottage du bois. Mm-hmm. D'où le fait que quand on regarde des anciennes photos d'archives, on voit justement que la rivière Arikana est pleine de bio de bois. Là. Ah oui, hein, il y en avait. Tu n'allais pas nager dans la rivière. Non. C'était... il y en avait déjà plusieurs dans le vieux Amos. Puis c'est plein de bio. Là. C'est incroyable. Ça arrivait des lacs plus hauts que Wagama ou Pressac, puis La Motte, puis ils amenaient ça à Amos?
Oui, par système de flottage. OK. À un moment donné, ça s'est mécanisé avec un bateau qui aidait Ouais. le transport, mais c'était il n'y avait pas de draveur. Non, OK, parce que le courant est assez fort ou c'est pour ces raisons-là? Non, je pense que c'est le fait que... Mais les draveurs, dans le fond, là, c'est pour passer les rapides. Oui. Oui, Que c'est dans ça. les petits cours d'eau, ça aidait beaucoup. Puis nous, dans le fond, c'est un métier qui n'a pas vraiment existé en Abitibi. Non, parce que comme la forêt était vierge, tu n'avais pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour couper ton bois, puis ça a créé direct dans la rivière. Donc, il y avait moins besoin de draveurs pour aller dépogner. Alors que dans le sud, il faut toujours aller plus loin pour couper la forêt. Donc, tu as un plus grand transport. Donc, il te faut plus d'intervenants en cours de route. Ça a été un petit peu notre chance avec notre forêt vierge. Mais ça reste quand même que quand on regarde la rivière Arcana, quand on voit sa morphologie, ses premiers rapides vraiment connus, c'est ici à Amos. Mais oui, Puis les moulins-ci, ils étaient avant. c'est ça. Fait Ouais. avant tant que tel, il n'y en avait plus OK. d'autres. Là. Donc, parlant de métiers dans la foresterie, quel genre de métier qu'on pouvait trouver, là, mettons, en ordre, là, grosso modo? Ben, c'est bien sûr, il y a les bûcherons, les marchands de bois, bien sûr, les employés de scierie, puis bien sûr, il y avait les colons. Puis les colons, eux autres, dans le fond, c'était quoi leur principale tâche là, dans l'industrie du bois? Ben, eux autres, c'est sûr qu'eux autres, ils venaient ici pour habiter le territoire. Donc, ils se faisaient remettre un billet de lot qui faisait en sorte qu'ils pouvaient exploiter son lot. Et avec ce billet-là, ben, ils pouvaient scier le bois et le vendre à leurs frais. Donc, ils le vendaient, puis tout de suite, le revenu leur revenait à eux. Et c'était pas taxé rien, là. Oui, parce que c'était très favorisé. Là. Oui. On voulait stimuler l'industrie forestière. Mais ça reste quand même qu'il y en a qui trichaient. OK? Ils allaient chercher Ah ses oui? lots autour, Mhm. récolter le bois, puis le vendaient pour se faire du revenu un peu plus. Oui. Parce que, tu sais, pour les Ça, premiers y a plus- colons, y a- c'était souvent leur première source de revenus. Là. Je veux dire, tu n'avais pas encore eu de récolte ou ton magasin n'était pas construit. Donc, on leur disait, ben coupez votre bois, faites votre maison, votre grange, puis ce qui est en surplus, transporte-le comme tu peux à la scierie la plus proche, puis vends-les. Fait qu'en effet, ça devait être tentant d'aller en chercher un petit Ça, peu mais, partout. mais on parle-tu des lots qui n'étaient pas distribués encore? Quand tu dis Ben, ou c'était le lot d'un voisin puis que lui, il s'occupait pas de sa forêt? C'est pas mentionné vraiment. Moi, je pense que c'est des lots non exploités. En tout cas, j'espère pour eux, là. Mais c'est ça. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à toi, Bruno, tes beaux mélèzes que tu as dans ta haie, t'es as pris où? Les mélèzes. T'as arrêté ton char sur le bord d'un fossé, on est rentré dedans, on s'est pris des arbres, on s'est ramené chez nous. ouais, Fait mais- que c'est un peu ce que les colons faisaient. Ils disaient, ouais, personne ne les prend, ces c'est à la- arbres-là, mais prends-moi. C'était à la reine. Ça appartient à la reine d'Angleterre. C'est ça, on a une haie royale Rendu là. chez nous. Bon. Fait que ça devait être un peu cette mentalité-là. Il est là, l'arbre, là. Mais tu sais, vous l'avez replanté. Oui, Non, oui. c'est ça. Il y a Ouais. beaucoup de monde qui font ça. Ils prennent des arbres fruitiers sauvages puis le replantent sur leur terrain. Ça arrive, ça. Oui. C'est ça, c'est Mais pour la vie, ça, pour distribuer la Mais vie. c'est ça. C'est replanté. Là, c'est pas replanté. Non, Ils non. coupaient Ah ouais, puis il vendait. ching-ching, là. Il Oui. ramassait l'argent. Fait que sinon fait qu'il n'y avait pas tant de spécialistes que ça. Non. En tout cas, pas dans ce que j'ai réussi à trouver dans mes recherches. là. OK. Puis les chantiers, là, tu parlais des bûcherons, ceux qui sont en bas de l'échelle. là. C'est vraiment ceux qui faisaient de l'abattage. Ils partaient encore. Il y avait des chantiers un peu partout. Ça se passait beaucoup l'hiver. Hein? Oui. Donc, parce que l'été, dans le fond, les hommes devaient s'occuper de la ferme et tous les autres travaux. Fait on a connu ça en Abitibi, là, des gros chantiers. Puis c'était pas du luxe. Hein? De ce que j'ai lu de certaines descriptions, là, c'était des conditions assez misérables. C'était très rudimentaire. Vraiment, là. Vraiment, c'était une cabane en bois. Ben, veux pas, on est dans le bois. Ben oui. Et les repas, c'était principalement des fèves au lard. Tu sais, tout ce qui était très nourrissant, mais et très calorique. Sais-tu si c'était quand même payant d'être un bûcheron? Est-ce que c'était quelque chose quand même que tu pouvais faire vivre ta famille? Quand même. C'est Ouais. pour ça qu'on entend beaucoup parler de ceux qui partaient dans le Nord, justement, pour le bois. Parce que c'était très payant. C'était beaucoup plus payant que de travailler dans une usine en tant que telle. OK. Donc, c'est encore plus payant d'être un bûcheron que de... Ben là, Ben, ici, on ça- n'avait pas beaucoup d'usines non plus. Là, Ça mais- dépend de quelle usine Oui. aussi. Mais là, mettons, on parle, exemple, le gars, il habite à Montréal ou. Puis là, il partait 6 mois pour faire le bois dans le Nord, c'est ça? Ben, souvent, comme Montréal, vu que c'est une grande métropole, ben, à l'époque, c'était quand même une grande ville, c'était le manque de main-d'œuvre. Ouais. Tu sais, ben, le surplus de main-d'œuvre, je Oui, devrais c'est dire. ça. Fait que les gens, au lieu d'attendre de se trouver un contrat, ben, ils savaient que dans le Nord, ils pouvaient aller
Fait qu'on on a eu des étrangers, disons, là, qui ne venaient pas vivre ici. Des fly-in, fly-out. Oui, je pense que ça avait déjà commencé à Fly-in, l'époque. 6 mois, fly-out. Excellent. Là, je regarde ici notre Emery Sicard, le costume d'Emery Sicard qui est là, qui est un personnage qu'on va y revenir tout à l'heure d'ailleurs, parce que c'est un peu autour de lui que tourne la scène d'Amos vous raconte qu'on va vous jouer aujourd'hui. Dans le monologue, il parle des marchands de bois. Oui. Les marchands de bois, ils habitaient en Abitibi, eux autres? Ils travaillaient pour des forestières? J'ai pas réussi à trouver vraiment c'était quoi la définition des marchands de bois dans la région. Parce que ça avait l'air d'être plus des entrepreneurs, justement, qui venaient voir les scieries pour dire « Bon, ben je marchande, je t'achète tant de lots de bois. » Mais est-ce qu'il y en avait ici? J'ai pas trouvé de traces. Désolée, j'aurais voulu, mais... Est-ce que c'était un métier ou c'était juste une façon de parler, finalement? C'était pas le bûcheron, c'était pas le propriétaire du moulin assis, c'était comme un autre instance. C'était un trader, dans le fond. Oui, peut-être. Un trader, c'est lui qui négociait probablement pour des grosses industries, peut-être dans le sud, qui partaient avec le bois, puis il gérait le train, puis tout ça. En tout cas, c'est ce que j'en déduis selon Mm-hmm. que j'ai lu. On va en apprendre à peine plus tantôt en écoutant Emery Sicard. Mais tu parles d'Emery Sicard, lui était propriétaire d'un moulin assis, mais l'hiver, il y avait justement des chantiers d'organiser sur d'autres lots. Donc, sa femme tenait la business en ville, mais lui, il montait avec ses hommes, puis il partait là justement une couple de semaines, de mois, pour aller faire, j'appelle toujours ça une récolte de bois, là. Hein? Une coupe. Non, mais ça, c'est comme un navet, là, ça pousse, tu le coupes, puis tu le manges pas, mais... Cueillette. Une récolte. Écoute, on fait tout. Après ça, avec le bois coupé, on ne fait pas juste le vendre. On fait d'autres choses avec ça. Fait que là, tantôt, on parlait de bois d'œuvre, mais qu'est-ce qu'on faisait, entre autres, avec le bois? Bien, c'est sûr que, comme on dit, bois d'œuvre, bois de sciage, ça commence par le bio, bien sûr. Après ça, il est retransformé. Au début, ici en Abitibi, principalement, c'était en poutre ou en madrier pour aider à la construction, bien sûr, des maisons. Après ça, ben, c'est devenu des planches. Il faut bien mettre autre chose par autour. Mais en plus, ça servait aussi aux traverses de chemin de fer et des pilotis. Les ponts, les pilotis pour c'est les poutres pour les ponts. Ouais. OK. Là, il y en a eu besoin, là. Il y en a eu besoin une tonne. Puis c'est sûr que le reste du bois, donc le bois croche puis la pulpe, ça servait pour les pâtes et papiers, bien sûr. OK. Et on se gardait toujours un petit peu de brin de scie dans le petit trou qu'on avait dans la cuisine, là, pour garder la glace au frais. C'est un très bon isolant. Le brin de scie, c'était utilisé pour garder vraiment la fraîcheur. Ben même, c'était mis dans les murs pour l'isoler. Et ce qui faisait en sorte que souvent, comme dans les grandes villes, les maisons flambaient beaucoup plus vite à cause de ça. Oui. Et on rappelle que tout le monde fumait, puis on avait les lampes à pétrole aussi. Ça fait que on a fait une émission sur les incendies, n'est-ce pas? Oups. Geneviève, avec la boucle est bouclée. La boucle est tellement bouclée que j'ai moi-même du brandy dans mon toit. On allait l'enlever après l'émission. Non, mais ça isole une maison, mais pas plusieurs années, maintenant. Surtout que même dans les murs, là, c'est vrai que ça garde une certaine chaleur, mais après 10 ans, là, le brandy, il est rendu ça d'épais dans le bas du mur. Fait qu'il n'y a plus rien dans les murs. Mais le bois... Il y a des constructions de 1930 là, en Abitibi là, qui sont encore là-dessus, puis il y a du monde qui ont frette. Oui, mais le bois, c'est ça qui est magnifique, c'est que encore aujourd'hui, c'est hyper utilisé. Là, on est dans un magnifique studio, des tables de bois, on a les vieilles caisses de bois. C'était vraiment un matériau hyper répandu, même pour les objets du quotidien. Aujourd'hui, c'est un grand retour à la mode. On aime les meubles de bois. On veut retrouver ce côté-là champêtre. Tu sais que c'est toujours une valeur. Ça leur a toujours une grande importance. Pas juste dans une industrie, mais aussi dans un quotidien... C'est pour ça qu'il faut encourager les ébénistes qu'on connaît et pour les encourager dans leur métier. Exactement. Bonne idée. On les salue, les ébénistes. Plusieurs familles se sont enrichies en Abitibi, d'ailleurs, à cause du bois. Donc, est-ce qu'on a des familles, ils sont enrichis, ils sont soit arrivés les premiers, soit qui avaient le sens des affaires, mais est-ce qu'on a des familles comme ça qui ont été célèbres grâce à leur savoir-faire au niveau du monde des scieries? Bien, c'est sûr que moi, j'ai plus les noms des scieries que les familles qui les ont
comment je peux dire ça, les ont... Hey, j'ai un Qu'ils ont enrichi. Ouais, ou qu'ils ont parti. En fait, c'est plus monsieur aussi de la famille oui, qui c'est ça, qu'ils ont développé. Gestion. Oui. Ils en ont fait de la gestion. D'accord, bon. d'accord. Ça, c'est pas un mot que je connais. Moi, dans le monde artistique, le mot gestion, on ne l'utilise jamais. Donc, c'est sûr qu'à partir de 1912, on a Napoléon Paquette et ses fils qui ont parti la première. Après ça, il y a les Mascotte et Marchand qui en ont construit une deuxième. Frank Blais, qu'on connaît quand même assez de réputation, a racheté celle de Napoléon Paquette. OK. Fait que c'est pas une nouvelle. OK. Il y a un rachat. Ah! Il y a bien sûr Emery Sicard qui en a construit une en 1915. Après ça, proche du pont de fer, il y a la scierie P. Beauchemin. Mm-hmm. On en déduit que c'était M. P. Beauchemin. Oui. Il s'appelait vraiment P. Hein? Oui. Ouais. Il était très original au village. C'était peut-être pour Phileas, Philémon, Philippe, on ne sait pas. OK. Bon, ben je suis certain que les descendants, ils savent, eux autres. Oui. Ils vont, alors, écrivez-nous ça La en bas, s'il vous Beauchemin. plaît, pour savoir si c'est quoi le P de Beauchemin, s'il vous plaît. Et, bien sûr, en 1924, il y a Edmond Carrière qui en a parti une autre aussi. Puis on est supposé de le connaître, Edmond Carrière? C'est quand même une des dernières séries de cette Génération-là, de cette époque-là. Ouais. Parce que, bien sûr, il ne faut pas oublier la Donohue normique dans les contemporains. Là. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, il y a eu énormément de scieries dans le centre-ville d'Amos. Oui. Puis là, il n'y en a plus aucune, dans le fond. Non. Ben, là, on en a une de retour, mais c'est pas vraiment une scierie proprement parlée comme on faisait à l'époque. Non. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cette génération-là, parce qu'à partir de 1934, oui. il y en avait encore. Il y en avait encore, mais plus en Porto. Puis s'il y en avait encore à Amos, en tout cas, moi, visuellement, j'en ai pas dans mes archives. Puis comme Geneviève elle disait sur les photos d'archives, quand tu regardes ça, là, c'est pas un commerce qui est beau. Là. C'est pas un beau commerce qui a pignon sur rue. Fait que quand on voyait proche du pont de fer ou même le pont des voitures, plein de scieries avec la cour ouverte de bois qui vomit ça dans la rivière, puis les copeaux qui traînent, la rivière était sale, était pas belle. Ça fait pas très propre dans un centre-ville parce que là, maintenant, tu sais, c'est ça, on les met plus loin parce que c'est... Quand la ville grossit, c'est plus esthétique. On ne se sert plus de la rivière non plus pour ça parce que justement, préserver les cours d'eau, tu sais, on a tenu compte puis on a réalisé que il y avait de la vie dans ces cours d'eau-là, puis qu'il y avait du monde qui dépendait de cette eau-là. Puis le bruit, hein, parce qu'un moulin à suie, ça fait longtemps. Fait que, tu sais, en ville, ça devait pas beaucoup plaire aux habitants. Donc, toutes les industries bruyantes, finalement, on essaie de les éloigner de la population. En fait, c'est comme si on déportait les gens de la rive. Oui. Ouais. On gardait la rive pour les industries, puis le beau monde restait plus loin. Oui. Tandis que si on voit aujourd'hui, tout le monde essaie d'être sur la rive des cours d'eau. D'ailleurs, c'est le retour à la rivière à Amos, pour ne parler que de cette ville-là. Il y en a peut-être d'autres exemples à donner, mais elle est toute récente. Là. Puis encore là, c'est rare. Les gens, les maisons sont ouvertes vers le chemin et non pas vers la rivière, alors que d'habitude, on met ça en valeur. C'est quand tu navigues sur la Ricana que tu te rends compte que c'est pas vers la rivière que les gens sont tournés. Là. Par contre, autour des lacs, bizarrement, les maisons sont vers les lacs. Et dépêchez-vous parce que des lots autour de des lacs et des cours d'eau, il n'en reste plus beaucoup. Hein? C'est vraiment un changement de mode que maintenant de se rapprocher justement des berges. Mais il ne faut pas oublier, quand il y a les fonds des glaces, la rivière augmente. Ça brasse. Bien, la rivière Aricana sort toujours de son lit. Moi, de plus jeune que je me rappelle, il y a toujours ça. Cette année, c'est quand même impressionnant. Elle est quand même assez stable. Oui. On est chanceux. Reparlons-nous-en dans 2022. Ben, on parlait de gens qui dépendaient des cours d'eau puis qui prenaient soin de la nature. Parlons des Algonquins qui étaient là avant. Là, on a l'occasion, nous, d'avoir un enregistrement d'un podcast, justement, pour parler davantage de l'histoire des Anishinabés dans la région. Mais est-ce qu'on sait quel rapport la forêt occupait au cœur, finalement, du peuple Anishinabé de la région? C'est sûr que l'information est assez rudimentaire sur ce qu'on sait. Bien sûr, il faut connaître les Algonquins qui vivaient et qui vivent toujours en symbiose avec la nature. Ils se considèrent non pas comme les propriétaires du territoire,
mais ils reconnaissent la notion du territoire de chasse familiale. Ils sont plutôt les usufruitiers. Demandez-moi pas c'est quoi ce terme-là. Ça vient de là que c'est commun, usufruitier. Donc, ils sont chargés de transmettre de génération en génération et de veiller à la conservation de la faune et de la flore. Oui, ben, exactement. Donc, j'imagine que quand ils nous ont vu arriver puis qu'on s'est mis à tirer les arbres dans la rivière, ils ont dû nous trouver pas mal weird. C'est pour ça que, à cause de ça, c'est sûr qu'au début, ils faisaient le commerce de la fourrure, mais vu qu'on a voulu exploiter le côté forestier, ils sont devenus des guides pour les compagnies de bois, des gardes forestiers, Exactement. des gardes-feu, puis parfois même des bûcherons. Oui. Puis c'est sûr qu'ils ont aidé pour l'exploration minière, mais... Oui. Mais ben, c'est ça, ils ont une grande capacité d'adaptation, ça, on le sait très bien. Fait que dans le fond, ils ont vu aussi que bon, il y avait de la job parce que c'était pas facile, parce qu'ils vivant dans la nature, des fois, c'est très difficile, ces conditions-là. Donc, ils ont profité également un peu de... Mais c'est vrai que le rapport est très différent parce que pour nous, les Occidentaux, donc, le bois, c'est une richesse. On peut le couper, le prendre, l'acheter pour s'en servir. Eux, ils vivaient parmi le bois. Puis c'est drôle, hein, parce qu'en travaillant justement avec nos comédiens de Picogan, moi, j'utilise tout le temps le mot forêt. Puis à un moment donné, elle disait... Je dis pas ça, moi, forêt. On dit on va dans le bois. C'est du bois. Mais moi, je disais, c'est parce que moi, du bois, c'est ma table. Une forêt, c'est vivant, puis tout ça. Mais ils n'ont pas la même perception parce que même dans leur langue, le mot arbre, table, ce qui est fait en bois, ils ont encore cette espèce de lien avec le vivant. Nous, quand c'est coupé, là, c'est une patente, c'est plus vivant, ça sert pour nous autres. C'est fait que même dans leur langage, ils n'ont vraiment pas le même lien que nous avec les arbres. Non, parce que le bois a quand même une âme pour eux. Oui. Donc, mais c'est quand même un être vivant, là, oui. C'est une entité, donc c'est sûr que pour eux... Mais aller dans le bois... Moi, depuis que je suis toute petite, j'entends ce terme-là. Là. Ça a bien l'air que c'est assez répandu. Donc, aller en forêt, moi non plus, c'était pas le terme que j'utilisais quand j'étais jeune. J'allais dans le bois. On va dans le bois. Ouais. Mais quand tu es habitué de vivre dans le bois, tu appelles ça le bois. Le bois. Bon, écoutez, l'économie forestière, donc, s'est développée énormément. On a eu, entre autres, les gros moulins qu'on vient de nommer, mais aussi plein de petits moulins tout le long de la voie ferrée, de la Reine à Sanitaire. Hein? Oui. Donc, et là, l'Abitibi s'est construite, les maisons aussi, les grands commerces. Puis à un moment donné, il y a eu une crise forestière. Oui, en 1921. En fait, il faut comprendre qu'on sortait de la Première Guerre mondiale. On est en fin de la grippe espagnole, ou en tout cas, on est encore un peu dedans. Donc, pandémie, crise internationale. Donc, ça fait en sorte qu'il y avait beaucoup de fluctuations dans le marché, puis on est en pleine récession. Puis même la Chambre de commerce est allée jusqu'à dire qu'on est en période de crise du bois. OK. Donc, puis là, pourquoi qu'on disait ça? C'est parce que le transport du bois coûtait de plus en plus cher. Fait qu'on avait de la misère à ça. Fait que là, on était pognés, on venait de faire une belle voie ferrée pour avoir accès à l'Abitibi. Puis là, paf, déjà, nous, les résidents, on est pris avec une augmentation de prix. Oui. Ouais. Ben, c'est un bon imbroglio parce que t'as le gouvernement qui fixe des règles, des prix, t'as les usines, t'as les scieries. Mais M. Train, lui, là, il appartient à nous, au gouvernement, puis il n'est pas nécessairement l'ami des moulins assis. Lui, M. Transcontinental ou Train, il a son propre business, il a son propre argent à faire. Fait que tu aies coupé plus ou moins de bois cette année-là, mais il n'y en a rien à battre. Fait qu'il va augmenter toujours le prix du transport, mais c'est les Abitibiens, les Scieries qui sont pognés à la gorge. Puis quand ça arrive à l'autre bout, puis ça coûte 3 fois le prix, ben là, tu as des invendus, puis... Le bois, il est quand même pas éternel. Il peut pourrir. Tu peux pas le laisser indéfiniment là. Fait que, qu'est-ce qu'on a fait en Abitibi pour essayer de résoudre cette espèce de crise-là? Bien, on sait que la Canadian International Paper Company, raccourci en CIP, avait racheté la Riordan Company, donc dans Haut-Témiscamingue. Puis, grâce à ça, il a pu donner beaucoup de contrats aux scieries, aux entrepreneurs de l'Abitibi en tant que tel. Donc, ça a favorisé
activités forestières un peu plus. Puis en plus des contrats de la CIP, le gouvernement met en place d'autres mesures pour inciter les colonisateurs à s'installer en Abitibi, où ils peuvent bénéficier de la totalité des profits engendrés par le défrichement de leur lot. Comme on parlait tout à l'heure. Oui. Là, tantôt, c'était restreint. Oui. Mais là, c'était favorisé. Oui, mais au début, quand sont arrivés les colons, il y avait un échéancier pour défricher leur terre. Oui. Tandis que là, c'était comme, allez-y. Oh, ouais. Beaucoup OK, plus de liberté. fait qu'ils n'ont pas réglé le problème du transport. Ils ont juste dit aux colons, va sur l'eau, puis garde tout le cash que tu fais avec tes armes. Mais ils n'ont pas réglé le problème à la base du transport. Fait que j'imagine que le problème, il a bien dû revenir plus tard. Sûrement. Comment il est rendu le venir, Véro? Tu sais-tu comment il est rendu le venir? J'ose même pas. Non, mais c'est parce qu'on rigole, c'est pas drôle, mais tu sais, des crises forestières, bon, on dirait que la première majeure, c'était dans le début des années 20, mais quasiment à chaque décennie, il y a toujours une problématique. Si c'est pas le transport, ça peut être autre chose, mais ça arrive fréquemment. Puis encore aujourd'hui, dans les années 2000, notre industrie forestière n'est pas complètement sécurisée fait que, oui, vas-y, parce qu'il y en a eu d'autres après. Hein? C'est sûr que celle de 21, c'est comme la première, mais la plus grosse, la fatale, d'une certaine manière, c'est celle de 1929, la Grande Dépression. Oui. Là, tout déferle, ça apporte de la déflation, le chômage, l'augmentation des tarifs douaniers américains pour le bois d'œuvre. Faut pas l'oublier, les États-Unis, ça date pas d'hier qu'ils achètent notre bois d'œuvre, là. Quand ils ont augmenté les coûts de douane, ça a entraîné des fermetures de nombreuses scieries, pas juste ici en Abitibi, mais un peu partout. Oui. Donc, les marchands de bois font faillite. Les chantiers sont fermés. Les salaires dégringolent. Si tu n'as pas de job, pas de salaire, ben tu n'as pas d'employé non plus. Fait qu'il faut attendre 1933 environ pour que la reprise économique reprenne. Puis encore là, faut l'adoption du régime des concessions par le gouvernement pour aider au retour forestier, au retour de la coupe de bois. Et puis je pense, statistiquement, là, tu parlais au début, on était peut-être une quarantaine de moulins ici dans la région. Puis je pense qu'à la fin de la Grande Dépression, il en restait 3-4. Là. Ça a été la chute fulgurante d'un empire du bois. Hein. Et puis là, l'Abitibi, à quelque part, était encore basée sur l'agriculture et la foresterie. Oui. Surtout à Moss Région. Il ne faut pas oublier l'industrie minière. Minière, qui a probablement rescapé. Oui, parce que le bois était utilisé aussi pour les mines. Donc, on allait chercher... C'est ce qui a aidé, justement. L'industrie minière est venue comme sauver l'industrie forestière en disant, on veut avoir du bois pour les madriers, les poutres. Ben, les chemins de fer aussi qui se rendaient dans les... Est-ce qu'ils ont réussi, tu sais, à récupérer même une partie de la main-d'œuvre? Mettons, les bûcherons qui n'avaient plus de job, est-ce qu'il y en a qui ont fait le switch puis sont allés dans le domaine plus minier? Bonne question. D'accord, alors on a une ligne ouverte s'il y a quelqu'un qui a une réponse. Mais, c'est ça, on va en apprendre plus. Peut-être. Ce qui a aidé aussi, c'est la modernisation des équipements. Fait que là, on a eu besoin moins de main-d'œuvre. Moins de main-d'œuvre et le transport par camion. Adieu chemin de fer. Oui, adieu monopole. Mais ça permettait justement de transporter plus facilement le bois vers Montréal et autres. OK. Ça prenait-tu plus de temps par camion que par train? Tu sais pas? Je pense que c'était moins de temps. C'était moins de temps. Oui. Et puis tout le monde, pour toute personne qui est venue en Abitibi, ça, c'est un incontournable, c'est suivre une vanne de bois dans le parc. Ou rencontrer les vannes de bois. Ou les rencontrer. Tu ne peux pas venir en Abitibi sans rencontrer des camions de bois. On les voit encore et toujours. C'est encore notre moyen de transport le plus répandu. Il faut dire que le chemin de fer aussi, ici, en Abitibi, il n'est pas conçu totalement pour... il est conçu pour le transport de marchandises, mais il est très lent. Oui. Et il ne peut pas rejoindre toutes les municipalités. Je me rappelle, j'ai relu un discours d'Hector Routier dernièrement qui disait, bon, on a passé la grosse traque du transcontinental, mais son autre projet, c'est d'avoir plein, disons, de mini-tracks qui iraient dans les municipalités pour rejoindre tout le monde. Ça s'est pas fait. Fait il y avait une grosse route principale de chemin de fer. Mais là, tu étais tellement loin que tu dis, je vais prendre le camion. Puis finalement, on utilisait de moins en moins le train. Fait parce que ça coûte moins cher aussi entretenir un camion qu'une locomotive. Oui. Et puis, d'ailleurs, tu parlais de garder la main mise sur le chemin de fer.
moi, j'ai des amis qui travaillent dans le secteur forestier, des propriétaires, puis c'est encore un problème. Tu te dis, hey, ça n'arrête pas d'augmenter le prix du train, le prix du transport. Ah, puis ça, quand c'est pas ça, c'est le prix du gaz ou et là, tantôt, on va en parler là, après la petite pause, mais Emery Sicard, c'est moi qui l'interprète dans Amos vous raconte, puis j'adore ce moment-là parce qu'à toutes les fois que j'ai des visages connus de gens qui travaillent dans le secteur forestier, quand ils parlent ce personnage-là, il rit parce qu'à un moment donné, Emery Sicard, il raconte que on arrive ici, il y a du bois partout, c'est le paradis. Puis voyons, on peut pas voir ça, une crise forestière. C'est ici, impensable. C'est impossible. Puis là, ils partent à rire quand je dis ça parce que ça n'a jamais arrêté les crises forestières une après l'autre. Puis quand on a eu une encore dans les années 90, mi-90, ça a repris 10 ans avant que ça reprenne encore toute cette industrie-là. Fait que tu sais, finalement... Les spectateurs, les gars qui ont travaillé justement dans cette industrie-là, quand Emery Sicard parle, on voit qu'il hoche la tête. Puis, tu sais, on parle du prix du transport. Là, on parle du train, mais comme tu dis, Geneviève, c'est un peu la même problématique aujourd'hui avec les camions. Puis même si aujourd'hui, on les livrerait par avion, il y aura encore un autre problème. Ça restera toujours bien le maudit problème. Comme dit Emery, on est loin, puis la rivière ne coule pas sur le bon sens. Ah non. Notre destin d'Abitibien aurait été tout autre si la rivière avait coulé sur le même sens que le reste de la province. Absolument. Mais c'est notre petit côté différent. C'est très intéressant tout ça. Juste avant qu'on aille à l'écoute, finalement de l'extrait de théâtre, j'aimerais vous t'inviter, Geneviève, si tu en as des références historiques par rapport à la foresterie en Abitibi. Bien, c'est sûr qu'il y a notre site web, on en parle un tout petit peu. La Société d'histoire. Oui, de la Société d'histoire. Il y a le livre du 100e où est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Il y a le site web de Histoire forestière Abitibi-Témiscamingue. Ah, c'est hot, ça, hein? Oui. C'est vraiment beau, Ouais, ce site-là. Très bien fait, en fait. Et il y a aussi Encyclobec. Oui, j'aime bien ce petit site Internet, ce gros site Internet. Oui, mais Oui. ils ont beaucoup d'informations quand même Oui. sur le sujet. Bien, merci beaucoup, merci. Alors, dans quelques instants, on plonge dans le vif du sujet de la création de la scène sur l'industrie des moulins à scie de Amos vous raconte son histoire. Nous interrompons votre programme pour votre bloc tant attendu d'annonces commerciales. Nous tenons à remercier nos partenaires qui nous permettent de vous offrir ce programme extraordinaire totalement gratuitement à toutes les semaines. Tout d'abord, notre partenaire présentateur, Noroto Nissan, qui saura vous trouver le véhicule approprié. Noroto Nissan, un service de qualité depuis les 40 dernières années. La ville d'Amos, partenaire fondateur des circuits et spectacles Amos vous raconte son histoire. Amos, berceau de l'Abitibi, la ville de l'avenir, longée par la majestueuse rivière Arikana. Hydro-Québec, qui participe avec nous depuis près de 10 ans. Nos députés, Sébastien Lemire et Suzanne Blais, qui apportent leur soutien à la communauté artistique et culturelle d'ici. Agnico Eagle, société d'exploitation aurifère en activité depuis 1957. Ressources Bonterra, à la tête de 3 projets miniers près de Lebel-sur-Quivillon. Location Amos, spécialiste en location et vente d'équipements forestiers, miniers et de construction, situé à Amos, dans un magasin fraîchement rénové. Merci à tous nos partenaires médiatiques. Médiaté, fier de participer au contenu créé par des gens d'ici, bien de chez nous. TVA et Nouveau Abitibi. Capital Rock et Wow FM, propriété de Cogeco Média. Merci au Journal Le Citoyen et à Bao Média. Une mention également pour NIAC, spécialiste en hébergement web, développement de sites et d'applications qui offre des outils technologiques à toutes les entreprises. Merci à Protec, au Centre du camping d'Amos et La Sarre et à Canadian Tire pour leur participation financière à notre projet. Merci de les encourager, puisque c'est grâce à eux que vous pouvez en apprendre davantage sur votre histoire. Bon programme! Dans le circuit Amos vous raconte son histoire, l'auteur Véronique Filion a choisi Emery Sicard pour incarner le représentant de toute l'industrie forestière. Comment, Véronique, en es-tu arrivée à ce choix? Bien, j'avais plusieurs choix parce que justement, il y avait plusieurs séries. Moi, j'avais vraiment parlé avec Pierrette Blais à l'époque, qui était à la Société d'histoire, puis je lui avais dit,
c'est lequel que je prends? Et puis, on avait pensé à Frank Blais. Et puis là, elle m'a parlé d'Emery Sicard. Puis elle me dit, il est resté à Amos toute sa vie, sa descendance, sa famille est encore là. Puis elle dit, c'est un monsieur qui a un petit peu passé dans l'ombre. Sa série n'était pas peut-être aussi grosse et importante que celle de M. Blais. Donc, fait que c'est ça, j'ai eu un coup de cœur. Puis en plus, j'ai su que dans la famille Sicard, c'était quand même un monsieur qui aimait le théâtre, qui aimait l'art dramatique, qui aimait la littérature. Bon, il y avait un petit côté artistique, fait que ça m'a plu beaucoup, beaucoup. Oh. Mais c'était une bonne idée de remettre au goût du jour un ou un personnage ou quelques personnages qui naturellement n'étaient pas dans les livres d'histoire, par exemple. Non, exactement, parce que lui, vers la fin de sa vie, en fait, il est allé habiter à Saint-Maurice, où il y a encore de sa famille qui habite là. Et d'ailleurs, le pont couvert de Saint-Maurice, un des derniers au Québec, s'appelle le pont Sicard, parce que c'est lui qui l'a bâti. Donc, c'est ça, c'était de le prendre... il fallait en choisir un, et moi, j'ai pris Emery Sicard pour toutes ces raisons. Toi, à part par le circuit historique Amos du Raccord, est-ce que tu n'as entendu parler de par le travail depuis que tu es ici, Emery Sicard, ou c'était plus Frank Blais que tu vois dans les livres? C'est principalement Frank Blais. Okay. Qu'on le veuille ou non, c'était lui qui était le plus proche du pont. Okay. Le transport, les photos sont principalement de sa série à lui. Sur les vues at large de la ville, c'est souvent... Son moulin à lui. Ouais, moulin à Frank Blais. Oui, il était gros. Puis les photos de bateaux aussi sont souvent autour de son moulin assis à lui. Oui, exactement. Et puis d'ailleurs, là, tu as rajouté des choses dans le circuit qui ne sont pas nécessairement dans les livres d'histoire. Puis ça, je trouve ça intéressant. À travers les années, comment tu as fait pour développer sur le personnage d'Emery Sicard de choses qu'on connaît de lui, nous, aujourd'hui, qui n'étaient pas dans les livres d'histoire? Tu peux préciser ta question? Je recommence ma question. J'aimerais ça. Tu as appris des choses au fil du temps sur la famille et sur Emery Sicard, comme entre autres le fait qu'il aimait le théâtre et tout ça, que tu connaissais pas. Donc, comment t'en es arrivé là? Ben, écoute, c'est drôle parce que justement, il y a des descendants des Sicard qui sont venus voir le spectacle. Et puis, il y avait même la dernière fille vivante d'Emery Sicard. Là, je vais dire Antoinette, mais ce n'était pas ça, un genre de beau petit nom comme ça. Et puis, c'est ça qui est le fun, quand on a des gens de la famille qui viennent voir le spectacle, des fois, ils nous content des petites anecdotes, parce que non, il n'est pas écrit dans le livre d'histoire qui construisait des petites scènes pour faire des représentations. Il y a eu un moment donné, j'ai lu des anciens programmes de spectacles qu'il y avait, puis il y avait une, Aurore Sicard, qui était sa fille, faisait beaucoup de prestations artistiques, et puis sa famille aussi m'avait confié que ça faisait des costumes, ça faisait de la couture, ça faisait les décors. Puis ils aimaient aussi avoir des réceptions dans leur maison. Ça a l'air qu'Emery, c'était un beau gars de party. Ça mettait du fun dans la cabane. Je pense qu'il jouait d'un instrument de musique aussi. Donc, c'est ça. C'était une famille, autant que lui pouvait être très terre-à-terre, très manuel. Autant dans la famille Sicard, il y avait un très beau côté artistique. Donc, moi, c'est sûr que ça m'a plu. Fait que au fil du temps, quand on sait des affaires de même, j'aime ça les rajouter aux personnages. Et tu parles de décor, tu parles de costume. Oui. Et on voit le costume ici d'Emery Sicard avec une petite brèche sur la manche de l'épaule. Est-ce que ça a toujours été le même costume et est-ce que la scène a toujours eu la même forme depuis les 10 années du circuit historique? C'est drôle parce qu'Emery Sicard, on le voit en complet puis on se dit, ben voyons, ben, tu t'habilles pas chic de même pour aller dans une série, mais oui, on était habillés comme ça et c'est pour ça qu'on a fait délibérément des petits accros parce que j'imagine que c'est accroché sur des planches, des trucs, mais il était toujours bien vêtu et on a eu 2 comédiens qui ont incarné Emery Sicard, donc toi, Bruno Turcotte, et dans les premières années, on avait Sylvain Cahouette. Donc, heureusement, vous avez la même forme, vous avez pu prendre le même costume. C'est un monologue qui est quand même resté grosso modo pareil. On le met sur le bord de la rivière parce que aujourd'hui, sa série n'existe plus. Là, c'est Vitrerie Pomerleau, si je ne m'abuse. Ça, c'était son magasin.
Oui, C'était son c'est magasin, vrai. c'était pas son moulin. Bon, c'est ça. Donc, il était peut-être un petit peu plus loin. Donc, on le met sur le bord de la rivière. Et c'est un personnage que j'ai décidé de faire fumer aussi. Ça fait quand même des petites controverses. Mais on était sur le bord de la rivière, grand plein air, tu sais, il fait beau, puis tout ça. Puis, il faut dire, à l'époque, tout le monde fumait. Là. On commençait à fumer assez jeune, puis c'était bon pour la santé. Puis, comme à l'époque, mon comédien fumait, je me disais, mais garde-le, ça va donner un côté naturel. Et c'était drôle parce que la cigarette devenait un personnage. Ah oui, mais il y avait des gens, on avait déjà passé la loi qu'on ne pouvait plus fumer. Fait il y avait certaines personnes que ça incommodait. Fait que ça a fini un petit peu comme Lucky Luke. Il y avait le petit brin. Je crois, toi, tu jouais avec le brin de paille. Oui, c'est ça. Mais on était sur le bord de la rivière Aricana, pas loin des rapides, puis tout le monde sur des billes de foin. Fait il y avait un côté très naturel. On voulait donner l'impression qu'on était sur le bord de la berge de la Syrie, puis tout ça. Mais c'est vrai que Sylvain, tu parlais du personnage de la cigarette qui est un personnage en tant que tel. Des fois, il s'étouffait avec sa puff. Des fois, on regardait si la cendre allait tomber, puis on n'écoutait plus ce qu'il disait parce que tout le monde en regardait. Quand est-ce que la cendre allait tomber? Il allait-tu l'écraser? Puis, écoute, puis bon, c'est un fumeur naturel, fait que c'était super bien intégré. Puis, des fois, les gens disaient... Ben là, Amos, lui, il fume. J'étais là, oui, ben, normalement, tout le monde aurait fumé dans le spectacle si j'avais voulu être réaliste. Mais là, on a choisi juste un. Ouais, c'est vrai, parce qu'on situe le spectacle en 1915, 1920. Fait que après ça, il a arrêté de fumer. Un moment donné, il y a une année que j'ai recommencé. T'avais pas aimé ça. C'était pas de ma faute. Ouais, non, c'est ça. Ça reste quand même qu'on n'a pas de photo d'Emery Sicard. Non. Non. Okay. J'en ai vu une. Ah, c'est vrai. Je dois dire qu'on a eu la chance d'avoir rentré en contact avec la famille Sicard pour un événement assez particulier. Et Bruno va décrire un petit peu ce qu'ils ont demandé, mais la famille avait justement fait un genre de petit document où une des filles racontait la vie de ses parents. Et je crois qu'il y avait une photo et ils sont quand même assez âgés. Non, ne t'inquiète pas. C'est déjà envoyé à la Société d'histoire, Geneviève, parce que c'est vraiment un beau document qui nous raconte les premières années de Emery et de sa femme Hélène. Ils sont allés aux États-Unis essayer d'avoir une plantation. Ça n'a pas marché, sont revenus. Ils se sont impliqués dans différents trucs. Il y avait une belle grande maison. Sa femme était très impliquée. Donc, c'est un super beau document qui nous raconte toute la vie de leurs parents. Et là, il y avait une photo. C'était un très beau monsieur Sicard. Oui. Et je vais en parler, dans le fond. Ce qui est arrivé, c'était, je pense que c'était l'année du 100e. Là. Il y avait beaucoup de familles qui revenaient en région pour faire comme des petits pèlerinages, des petits rendez-vous de famille, tout ça. Et là, il y avait une réunion de famille, puis écoute, ils avaient appelé, ils étaient venus voir le circuit, puis ils nous avaient demandé après si on pouvait aller faire une session photo sur le pont Emery Sicard à Saint-Maurice. Et puis, j'avais justement la fille. Sa dernière fille vivante. La dernière fille vivante avec son fils à elle et ses petits-enfants sur le pont. Hey, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose de fou. Puis, vraiment, là, le circuit Amos vous raconte, c'est ça que ça nous a amené. Il y a une année que j'ai pris des photos avec la petite fille d'Hector Autier. Mm-hmm. Elle était à côté de sa femme. Ben, en fait, moi, c'était la femme du circuit, là, la comédienne. Puis la madame qui était là. Une autre fois, c'était les biguets, les descendants des biguets, une photo réunie, tout ça. Fait que, tu sais, il y a quelque chose, il y a un beau sentiment d'appartenance avec ces familles-là. Je pense qu'il va rester tout le temps. Puis on a des beaux souvenirs de ça. Oui. Une nouveauté en 2019, Véronique, c'est l'ajout de personnages Anishinaabe avec le Frank Kistabiche, dans le fond, qui s'intègre naturellement dans la scène des Moulins à Scie avec Emery Sicard. Oui, je trouvais ça super intéressant de venir, justement, comme on avait parlé en début d'émission, un peu d'opposer les valeurs par rapport au bois, parce qu'Emery est là pour faire des sous, puis c'est un bon bonhomme, c'est un bon humain, c'est pas un gars qui t'a ravagé le territoire, là. Mais on n'est pas dans la même optique que les Anishinaabe. Donc, dans la scène,
nous, on les a déjà rencontrés avant, nous, le public. Et donc, on a Emery Sicard qui vient faire son monologue. Puis il raconte, tu sais, comment il gosse son bois, puis les usines, puis les crises. Puis il fait son laïus et tout ça. Et à la fin, donc, on a la famille qui s'abiche, qui vient nous rejoindre, puis qui font, ben écoutez, M. Sicard, là, c'est ben, vous couper du bois, là, mais... faut en prendre soin. Faut en prendre soin de la forêt. Faut pas la couper n'importe comment. Puis ils sont pas contre la coupe du bois, mais c'est juste qu'il y a une façon intelligente et humaine de le faire. Et on apprend aussi, par le fait même, de leur bouche, comment ils nous appellent. Et là, on va l'entendre dans pas là. Vous écouterez bien ça. Ça va vous marquer, vous allez le retenir. Mais je pense qu'on trouvait important de faire la part des choses entre l'homme blanc qui est arrivé pour coloniser, prendre possession du territoire, et les peuples Anishinaabe qui étaient là déjà puis qui vivaient en harmonie. Puis c'était comme un petit rappel. Puis on en a parlé tantôt à être les gardiens de la forêt, le peuple Anishinaabe dans le fond. Fait que, tu sais, c'était pour faire un petit rappel de ce côté-là. Véronique, pour ceux qui connaissent Véronique et son style d'écriture, elle a des fans finis de Véronique à travers l'Abitibi au complet. Ah, je pensais que tu allais dire à travers le monde. Ben, ouais. Peut-être. Là. Avec le podcast, on va se rendre dans le monde. En tout cas, ça, c'est sûr. Au moins le reste du Québec. Ah oui. La francophonie. Alors, toutes les scènes du circuit ne prêtent pas nécessairement à faire de l'humour. Tu sais, je veux dire, on parle d'histoire. Il y a des choses sérieuses aussi qui se sont passées dans l'histoire. Mais une des scènes qui est très comique, c'est celle avec Emery Sicard. C'est pas une situation comique, mais c'est un personnage qui nous fait rire. Alors, pourquoi cette scène-là particulièrement t'a permis d'envoyer des éléments comiques, dont, entre autres, des jeux de mots que tu adores faire usage? Bien, il y a énormément dans la langue française d'expressions qui ont rapport avec le mot bois ou forêt. C'est incroyable. Fait que, en fait, moi, j'aime ça faire des jeux de mots poches. Bien, ils sont pas poches. On va dire douteux. Bien, mettons qu'ils ne sont pas toujours très élaborés. Mais bref, je me rappelle, je suis sur Google et puis je cherche expression francophone avec le mot bois, puis ils t'en sortent, puis ils t'en sortent. Puis là, je me disais, juste, toutes les prendre, je préfère un monologue. Fait que déjà, l'idée me plaisait. Puis je me disais, ma perception d'Emery Sicard, moi, c'est un homme travaillant, mais c'était un humain très chaleureux. Et puis, je me dis, si t'aimes le rigodon, t'aimes l'éveiller, t'aimes le théâtre, ben tu dois aimer rire, donc tu dois aimer faire des petites jokes. Fait que je me suis dit, moi, mon Emery Sicard, ça va être le bon vivant. Le bon vivant, qui a toujours le petit mot pour rire. Et c'est une des premières fois aussi où que le petit Amos se fait un petit peu ramasser, parce qu'Amos, il aime ça parler. Mais là, Emery, lui, c'est lui qui veut parler. C'est le boss. On le sent que c'est un leader puis que c'est un patron. Fait qu'il tasse Amos. Puis Amos, il tient son bout. Puis finalement, il dit, tiens-toi une bûche dans ton coin puis va bouder. Mais ça m'a permis, c'est vraiment parce qu'on a... C'est là qu'on voit que la forêt, le bois, c'est au cœur de notre culture québécoise parce que c'est incroyable, justement, toutes les expressions qu'on a. Fait que j'ai voulu en plugger une coupe. Ouais, c'est quand même beau... les expressions françaises avec le bois. Fait qu'on va en entendre quelques-unes. Puis, attends un peu, il faut aussi dire que le surnom, moi, quand je parle à des aînés, là, des gens d'Amos, on disait pas Emery Sicard, c'est la mule à Sicard. Ah, ça aussi, ça l'a inspiré pour le personnage. Ça, tout le monde le dit qu'il l'a connu. C'était une sacrée tête de mule que ce Sicard, et on l'appelait la mule à Sicard. Fait que quand que je faisais mes recherches, ben une tête de mule, c'est aussi une tête de bois. C'est un synonyme. Fait que là, avec tête de mule, tête de bois, là, je suis partie en fou. Puis fait que j'ai fait un monologue avec des jeux de mots. Bon, alors, avant d'écouter la scène, Véronique, rappelle-nous un peu l'époque où on l'écoute, parce que là, il y avait toute la naïveté liée à l'industrie forestière et les personnages qu'on va entendre. Bien, dans celui qu'on va entendre, ce monologue-là, donc, je vous dirais qu'on est dans les années 20. Emery Sicard a traversé la première crise forestière suite à la Grande Guerre. Au début, ça allait bien parce qu'il exportait du bois et ça allait bien. Mais là, comme Geneviève nous l'a bien expliqué, crise, ralentissement majeur. C'est le monologue qu'on va écouter.
plus tard, dans le spectacle, nous rencontrions encore Emery Sicard dans les Grandes Dépressions et là, on voyait que c'était encore pire et que lui, son moulin était sur le bord de faire faillite. Et là, c'était toute sa vie qui était toute remise en question. Donc, le monologue qu'on va connaître, qu'on va écouter à l'instant, c'est donc, on est dans, je vous dirais, dans le milieu des années 20. Alors, Emery Sicard, ses affaires vont bien, mais il a quand même connu une première crise forestière. Alors, on va écouter la scène, la mise en lecture théâtrale de la scène des Moulins Assis avec Bruno Turcotte dans le rôle d'Emery Sicard, Malik Kistabiche, Mélanie Kistabiche et dans le rôle de la famille Kistabiche. Alors, on écoute ça tout de suite et on vous revient dans quelques instants. Le développement d'Amos dans les premières années repose sur la construction du chemin de fer et la navigation, les mines, mais aussi l'industrie du bois. Il y a beaucoup d'industriels, de contremaîtres, de forestiers qui viennent s'établir ici pour la forêt. Lui, c'est Emery Sicard. Il est propriétaire d'un moulin à bois. Ouais, c'est bien mieux qu'un moulin à parole, hein? Hein, jeune? Hey, j'ai la langue bien pendue, M. Sicard, mais c'est pas une langue de bois. Une chance? Est-ce que ça nous ferait une belle jambe? Une jambe de bois? Bon, j'aimerais ça que vous nous parliez de votre moulin puis de pourquoi c'est faire que vous êtes rendu ici, là. Ouais, hein? Mais je t'avertis, là, on n'est pas sorti du bois. Ah, ça suffit les jeux de mots, vous êtes bien têtus. Pas pour rien que tout le monde vous surnomme la mule à Sicard. Ouais, une tête de mule, c'est comme une tête de bois, ça, puis je trouve que Blasphème, le surnom va bien. Oui, mais pourriez-vous, s'il vous plaît? Regarde, tire-toi une bûche, jeune, là. Ah. Bon, moi la raconter, mon histoire. Au début, là, c'est Maurice Bénard qui m'a fait venir ici pour que je construise son magasin général. Le premier, en 1912. Je n'ai pas été bien dur à convaincre parce que j'avais entendu pas mal d'histoires sur la région. Blasphème. Je voulais pas rater la chance de faire des affaires. Savez-vous c'est quoi des dormants? Ben, moi te le dire, c'est des madriers de bois placés entre les rails. Ben, quand ils construisaient le chemin de fer national transcontinental, il y avait besoin de dormants. Fait que j'ai vu là une occasion de faire fortune. Je le sais, moi, puis je suis pas seul à le dire, que l'industrie forestière, c'est l'avenir. On a besoin de bois pour le train puis pour la construction. Tout le long de la traque, là, il y a des scieries puis des villages qui poussent ensemble. Ma scierie à moi là, est située pas loin de la première avenue. Celle de mon chum Frank Blais, là, la sienne, là, est proche des rapides. Bien, à nos deux, on couvre toute la rive est, des rapides jusqu'au chemin de fer. Dans les alentours, là, il y a environ une quarantaine de grosses scieries. Ça, c'est sans compter de petites shops. Puis il y a et tout une quarantaine de commerçants de bois. Eux autres, là, ils parcourent la BTB pour acheter, ben non, pour vendre pour les compagnies étrangères. Ben moi, je le sais, là, puis je suis pas tout seul à le dire, que la prospérité ici, ça passe par le bois. C'est l'abondance des ressources. Puis le monde, comme les industries, ben, ils ont besoin de bois. Bon, dans les petites shops, les colons apportent le bois qu'ils ont coupé sur le lot pour faire la planche, puis les madriers pour construire la maison. Le surplus, il est revendu à la shop. Ça lui fait un petit bois de laine. Il y en a pas mal et tout qui travaillent dans les scieries. C'est pas mal plus attrayant pour un colon d'avoir une job que juste de vivre la terre. La terre, ça prend du temps avant que ça rapporte. Si ça rapporte, tandis qu'une job, ça paye tout de suite. Moi, elle sait. Puis je suis pas tout seul à dire que c'est bien plus facile de faire de l'argent avec le bois qu'avec la terre par ici. Puis ça, Hector Autier l'a bien compris. On s'est bien assez vite rendu compte que le gel, là, il venait pas mal vite en automne, hein? Et que l'agriculture pourrait pas remplir toutes ses promesses. Fait qu'Hector m'a prêté 50 000 piastres, hein, une somme colossale, pour mettre en place une scierie qui allait faire travailler le monde. Ma scierie, c'est la Sicard Lumber. C'est une grosse scierie. Je dirige mes propres chantiers, puis exporte sur tout le marché canadien, puis même mondial. La Grande Guerre, là, ça a fait bien des ravages dans les Europes, là. Ben, nous autres, ici, ça nous a permis de faire un boom. Toutes les industries participent à l'effort de guerre. Ouais, pas à guerre, là. Non, non, pas ça que je dis. Force est d'admettre que la fortune nous a souri à cause de le chicane. Ben ouais, faut toucher du bois pour que ça continue, hein? Ouais, ça, la guerre? Ben non, la prospérité forestière. Hé, t'es comique, toi! Blasphème. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui pourrait arriver pour que la croissance s'arrête? Ben là, maintenant, la guerre, elle va bien finir par finir. L'Europe, elle va se reconstruire après les bombardements. Mais là, quand tout va être reconstruit, c'est sûr qu'il va avoir moins besoin de nous autres puis de notre bois. Ben, ça va ralentir, là, notre exportation, c'est sûr. Mais le problème, c'est pas la guerre, le jeune.
Le vrai problème, je le sais, puis je suis pas le seul à le dire, c'est que le transport, ça bloque à cause du transport, puis du coût du transport surtout. Ben, la rivière Aricana, là, elle coule vers le nord, hein? Fait que pour exporter en dehors de la région, ben on dépend du train. Je le sais, moi, puis je suis pas le seul à dire que c'est jamais bien bon en affaire de dépendre de qui ou de quoi que ce soit, surtout pour des matières premières. Mais inquiétez-vous pas, là, je le sais, moi, puis je suis pas le seul à le dire qu'une crise forestière ici, là, c'est impensable. Non, l'essor, elle va continuer parce que la richesse est partout autour ici. Hein? Ben, c'est quand même plate à dire, mais je pense que vous n'êtes pas sortis du bois parce que l'industrie forestière, c'est loin d'être solide comme un chêne. Je disais donc, blasphème, avant que tu m'interrompes, que la richesse est partout autour. Du bois, il y en aura toujours. Quoi, M. Sicard? Ah ben, salut, mon Frank. T'as bien raison, la richesse est partout autour. Le territoire est immense. Mais c'est une grave erreur de penser que ça va être là pour toujours. La nature, c'est pas un droit acquis. C'est un privilège. Mon peuple, là, est le protecteur de la terre. Puis on va s'assurer que tout se fasse dans le respect. La terre-mère appartient pas aux Wamitigouji. Hein? Les Wamitigouji, ça veut dire les abatteurs d'arbres. C'est comme ça qu'on vous appelle. Hey, si boulot, M. Sicard, vous venez de vous le faire dire, hein? Blasphème. Ben moi, je fais pas rien que les couper, les arbres, là. Je les aime et tout, là. Ben c'est vrai, j'aime tout le bois, moi. Le couper, le sécher, le planer, le gosser. Je le sais, puis je suis pas de seul à dire. Je suis pas mal habile de mes mains. Je fabrique des meubles, des décors, puis même des instruments de musique. J'ai construit pas mal d'édifices au village, là. La gare, le premier moulin pour fournir l'électricité, le premier système d'aqueduc pour avoir de l'eau courante dans les domiciles, la maison de campagne d'Autier, la banque de Schlaga, le presbytère, les bas de l'église, la chapelle-école, puis j'en passe. J'ai toujours un tour dans mon sac pour toutes sortes d'idées de production de quoi que ce soit. Je suis assez obstiné. Ouais, ça doit être pour ça que tout le monde vous appelle la mule à Sicard. Vous aimez le podcast d'Amos vous raconte son histoire? Visitez nos attraits touristiques d'Amos Aricana, le Vieux Palais d'Amos, la Maison Hector Autier, le Centre d'archives d'Amos, le dispensaire de la Garde à la Corne, et de même que le Musée de la Poste et de la boutique de Forge de Saint-Marc. Et ils sont tous ouverts pour vous durant tout l'été. Nous espérons de tout cœur que vous appréciez cette performance enregistrée du podcast. Si vous souhaitez supporter les productions du Raccourci, un organisme sans but lucratif multidisciplinaire artistique de l'Abitibi-Témiscamingue, vous pouvez le faire en faisant un don au lien disponible dans le descriptif du podcast. paypal.me/raccourci. Hey, bravo, Bruno, je sais de faire ton espèce d'accent. Veux-tu bien me dire comme c'est quoi cet accent-là que tu as pris pour faire ton Emery Sicard? Ah, ben là... En fait, moi, je me suis dit, tous les gens qui habitent en Abitibi, qui sont arrivés et s'installer ici, ils venaient de partout au Québec. Oui, il n'y avait pas encore d'accent d'Abitibi. Exactement. Puis, étant moi-même beauceron, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui ont des accents assez prononcés, merci. Fait que haller, les hal, je le sais, puis je ne suis pas tout seul à le dire. C'est tous des accents inspirés de ma Beauce natale, que j'aime beaucoup. Et ça te permettait de différencier de ton personnage. Hector Autier, qui est très rigide et qui a un langage parlé très plus urbain, finalement. Alors, plus recherché. Alors, effectivement, puis même ma posture, Hector Autier, il est très droit, très... austère. Puis Emery Sicard, justement, il y a un mouvement physique plus slack, plus relax, plus décontracté, qui avait le goût de taquiner, qui a le goût de taquiner puis de donner une bine sur le bras d'Amos. D'un côté, l'aristocrate et le bon vivant. Exactement. L'ouvrier et le bureaucrate. Puis quand tu joues aussi deux personnages dans la même pièce de théâtre, pour le public, c'est bien plus intéressant d'avoir une franche distinction entre les deux acteurs. Puis
personnage. Puis moi, comme acteur, ben je m'amuse 2 fois plus parce que j'ai vraiment 2 palettes de couleurs différentes. Donc, c'est pour ça, le petit beauceron. Non, c'est bien. Puis dans l'extrait qu'on a entendu, on parlait de l'industrie du bois, mais effectivement, Emery Sicard a beaucoup participé à la construction énormément d'édifices dans la ville d'Amos. La gare, bon, elle n'est plus là aujourd'hui, mais c'est lui qui l'avait construit. On parlait du chalet d'Autier. Moi, j'avais aussi, dans le document que la famille m'a donné, 2 petites anecdotes. C'est lui qui avait fait un espèce de petit système électrique là, pour avoir de la lumière en ville. Et ça a l'air que ça sonnait tout le temps sur l'heure du souper, puis c'était tout le temps « Emery, fait noir! Okay. » Là, Emery partait, il montait, il allait patenter son fil sur le top de l'église, je sais pas trop. Il retournait, puis ça a l'air que, tu sais, pour les enfants, c'était quelque chose de plate. Le téléphone sonnait tout le temps, parce que... Puis là, il répondait tout le temps. « Elle sait qu'il fait noir, pas besoin de m'appeler pour me le dire. » Mais il partait pareil, le ramasser. Elle sait, moi, je ne peux pas tout seul à le dire. Oui. Autre anecdote. Là, il y a des familles? Non, oui, ça vient, c'est les bancs d'église, OK? Ah ouais. Dans notre scène, nous, on l'appelait les chialeux de l'église, on disait que la population était un petit peu contre le projet grandiose de l'église. En fait, il n'y a pas eu tant d'opposition, mais Emery Sicard en était un, lui, qui disait, ben pourquoi qu'on ne se fait pas une belle église en bois? On va vous la faire. Non, on veut une église à l'épreuve du feu. Puis il s'est un peu stiné avec le curé, puis le curé l'a remis à sa place. Fait que il a fait gratuitement les bancs de l'église après M. Sicard. Et ce qu'il disait, le mot d'ordre sur ses chantiers, c'est que tout le plus beau bois c'était réservé pour les Blancs de l'Église parce qu'il fallait le faire sécher 2 ans de temps. Et puis, on s'est dit que c'était probablement sa façon à lui de se réconcilier avec M. le curé et d'avoir toujours sa place au Saint-Ciel. Oui. Ce qui est fort possible parce que justement, dans ce temps-là, les curés avaient bien du pouvoir. Oui. On a passé rapidement dans la scène sur la présence de Franck Stabiche et de Betty, justement, qui arrive, tu sais, avec quand même de façon assez claire. Ils voulaient faire comprendre leur message. Bien, c'est un beau message, puis je le trouve le fun encore aujourd'hui dans nos années 2000 parce que on l'a ravagé à quelque part, notre forêt. Là. À un moment donné, au Québec, là, c'était les coupes à blanc, puis ça n'avait pas d'allure. C'était vraiment l'industrie avant le confort humain, les populations des villes. Et puis, je trouve que ce message-là, puis rappelez-vous du fameux film de Richard Desjardins aussi, qui savait créer beaucoup de remous. L'erreur boréale. Exactement. Donc, ce que j'aime aujourd'hui avec les Algonquins et beaucoup d'autres Premières Nations qui reprennent leur discours puis qui veulent se faire entendre, c'est ça, là. Là, on a un peu déconné avec notre forêt. Puis aujourd'hui, tout secteur confondu, il faut réfléchir, il faut faire la gestion durable, il faut mettre l'humain au cœur de notre développement économique. Fait que je trouve ça le fun que les Stabiche le disent à l'époque, v'là 100 ans à Emery, mais encore aujourd'hui, ce message-là, il faut qu'on se le répète parce qu'il ne faut pas dévaster nos ressources premières. Puis on le disait en début, un arbre, c'est pas une roche, c'est vivant, ça pousse, ça a une vie, puis c'est ça, on fait partie d'un tout. Donc, je trouve ça super intéressant de nous rappeler... C'est ton éditorial que la sacro-sainte économie, c'est pas la priorité. Non, puis l'écologie doit être au cœur de chaque décision qu'on fait. Puis nous, je le dis en tant qu'habitibienne, j'habite ici, j'ai pas envie de voir mon paysage dévasté. Oui, on a les mines à ciel ouvert, puis on fait vraiment du travail pour bien aménager ça parce que ça a un impact sur notre vie humaine, puis nous, on l'aime, notre territoire. À la défense un petit peu là, de l'industrie forestière, avec toutes les compagnies d'ingénierie et d'aménagement forestier, c'est maintenant... Ça fait partie de leur discours, ça fait partie de leur méthode de fonctionnement maintenant. Oui. Il y a une nouvelle éducation, il y a une nouvelle génération, il y a un nouveau regard. Puis je pense que c'est un peu pour ça que je voulais que Franck et Betty Stabiche reviennent à la fin d'Emery Sicard pour dire c'est beau faire de l'argent avec du bois, mais il faut le faire de façon respectueuse. Et bien là, vous savez maintenant qu'est-ce que ça veut dire Wémétigouji. Alors, c'est nous, les Wémétigouji. Oui. Et maintenant, mon Dieu, on a quand même eu du fun. Hey, c'est déjà terminé. C'est impressionnant parce que, tu sais, on en parlait d'entrée de jeu, en fait, en coulisses, Geneviève et moi, puis on se disait, ouais, parler de l'industrie forestière, c'est pas le sujet le plus sexy, hein, mais finalement...
c'était très intéressant. Oui. Ça nous touche plus qu'on pense, finalement, l'industrie de la forêt. Ça nous touche tous, en fait. Oui, en Takamoa. Surtout à Amos. En fait, il ne faudrait pas devenir comme les Européens et avoir juste des terres plates. Il faut comprendre qu'en Europe, c'était boisé comme ici. Là. Puis quand on regarde les paysages, c'est bien beau. Mais ils n'ont pas de forêt. Non. Et quand je suis arrivé à Amos, c'était en 2001 quand même, il n'y avait pas d'arbres presque en ville. Les parcs, il n'y avait que des arbres dans des parcs, deux, trois petits bois qui avaient été laissés, disons, pour qu'il y en ait un peu en ville. Puis je vous dirais que depuis 2004-2005, il y a eu beaucoup de replantations, aménagements. Puis la ville a l'air vraiment plus feuillue, plus verte. Fait que c'est vraiment agréable dans un milieu urbain. Mais également, on a accès à tous ces bois autour. Là. Puis c'est que quand on veut se ressourcer, surtout en ces temps de confinement... Ça dépend. Quand on est allergique au boulot, ça va mal. Oui, moi, je souffre d'allergie. Et je vous dirais aussi, n'allez pas dans le bois au mois de juin. Non! Vraiment pas nécessaire. Allez donc vous promener dans le bois en hiver. Exact. Geneviève, est-ce qu'on va bientôt voir le site Internet de la Société d'histoire venir au monde? La refonte. La refonte. Ça, c'est pour quand? Est-ce que tu sais? C'est quoi les projets? En fait, on est encore à l'étude de savoir les pour et les contre, ce qu'on veut conserver dans le site web. Puis c'est sûr que suite à cette évaluation-là, on va faire affaire avec une firme pour revamper le tout. Donc, ça sera peut-être pas avant cet automne ou même peut-être en décembre. Là. Non, on se donne pareil jusqu'à la fin de l'année pour le faire. N'empêche que le site Internet de la Société d'histoire.com actuellement est très intéressant. On peut fouiller, on s'y retrouve. Ayez pas peur, on va pas supprimer tout. Là. Ayez pas peur. On va garder pas mal l'information. C'est juste qu'on va le faire plus convivial, plus facile à chercher. Merci beaucoup, Geneviève Dubé, pour ta présence aujourd'hui. Ça a été très enrichissant. Merci, Véronique Filion. Merci, Bruno Turcotte, aka Emery-Scar. Yeah. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci aux comédiens également d'avoir participé à cet enregistrement COVID. Là, comme... Je dis enregistrement COVID. Tu te remercies toi-même? Mais là, c'est parce que j'ai vu mes cheveux sur l'enregistrement. J'ai dit que les coiffeuses étaient encore fermées à ce temps-là. Alors, laissez vos commentaires sur nos vidéos, sur Facebook, sur YouTube. Partagez-le, partagez notre balado. Vous pouvez le faire simplement en cliquant « J'aime ». Je vous invite aussi à aimer et partager notre page Facebook. Ou en vous abonnant sur les balados Spotify. Et allez directement sur la page Internet amosvouraconte.com pour toute l'information liée au podcast. Merci à nos partenaires qui nous soutiennent dans nos nombreux projets depuis plusieurs années. Et à vous, chers auditeurs, sans qui ce podcast et toute cette aventure théâtrale n'existeraient pas. On vous dit encore un gros merci beaucoup et à la prochaine.